Bonjour Christophe Brusset, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir sur Fréquence Populaire. Je suis très contente de vous recevoir. Vous êtes un lanceur d'alerte dans le domaine de l'agroalimentaire. Ça fait 10 ans que vous écrivez des livres absolument indispensables que je recommande à tous les auditeurs de lire avec attention. Le premier s'appelle Vous êtes fou d'avaler ça, publié en 2015. Puis vous avez publié Et maintenant on mange quoi, qui cherchait des solutions. Les imposteurs du bio, qui dénoncent, vous allez en parler, vous promouvez l'agriculture bio, mais vous dénoncez aussi certaines arnaques et certaines malfaçons qu'il peut y avoir dans ce business. Et ainsi que La Malbouffe contre-attaque, le dernier publié en 2022, qui raconte en fait les dernières évolutions sur ce terrain. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez peut-être expliciter un petit peu votre démarche? Je crois que vous n'êtes pas opposé à l'industrie agroalimentaire, mais vous cherchez à l'améliorer. Bonjour Diane, et merci pour l'invitation et la présentation. Effectivement, donc en ce qui me concerne, je suis un ingénieur agroalimentaire et j'ai fait ma carrière dans l'industrie agroalimentaire. J'étais donc ingénieur production, ingénieur projet, puis acheteur et directeur des achats dans l'industrie agroalimentaire. Et j'ai commencé ma carrière dans les années 90, donc au siècle passé. Effectivement, l'industrie est quelque part un mal nécessaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de produire en grande quantité de la nourriture, de manière à nourrir tout le monde, et puis de manière à produire aussi quelque chose qui soit abordable par le plus grand nombre. Donc voilà, ceci n'empêche pas pour autant de produire dans de bonnes conditions et avec des ingrédients de qualité, c'est-à-dire, selon moi, et je pense que beaucoup de professionnels pensent la même chose, on peut tout à fait produire de façon industrielle, en quantité industrielle, mais des produits qui soient de qualité, c'est-à-dire de permettre à tout le monde de se nourrir sans pour autant dégrader sa santé, voire s'empoisonner. Oui, donc le gros problème qu'on a maintenant, un des gros problèmes, c'est l'obésité. On a un adulte sur deux en France qui est en surpoids, un enfant sur 5. C'est une vraie catastrophe de santé publique. Vous préconisez d'interdire la publicité pour les aliments gras et sucrés pour les enfants, de taxer la malbouffe, comme on a pu le faire avec le tabac. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ce que vous préconiseriez? Oui, tout à fait. Comme vous le dites fort bien, aujourd'hui, on a un vrai problème de malbouffe et d'obésité en France. Cela dit, c'est une épidémie qui est mondiale, hein. Elle a démarré aux États-Unis et dans de nombreux pays bien avant la France. C'est dû à plusieurs facteurs, mais essentiellement à une mauvaise alimentation. On parle aussi des écrans, de la baisse de l'activité physique, etc. Mais le principal facteur qui conduit à l'obésité, c'est effectivement une mauvaise alimentation. Ensuite, on parle d'obésité, mais l'obésité, c'est ce qui se voit le plus, hein, c'est-à-dire qu'on voit que les personnes sont en surpoids. Ceci dit, on a toute une cohorte de problèmes de santé qui sont liés à ça, hein, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de diabète de type 2 par exemple, maladie de Crohn, problèmes digestifs, tout un panel de maladies associées à une mauvaise alimentation, y compris des problèmes sur la santé mentale, hein, par exemple. Des problèmes sur des maladies chroniques, des maladies de long terme, type Alzheimer, par exemple. Donc, en fait, l'alimentation est extrêmement importante et maîtriser son alimentation pour rester en bonne santé, c'est effectivement une chose importante. Concernant votre question sur la taxation et sur les mesures qu'on peut prendre pour effectivement lutter contre ce fléau, de manière très pragmatique, j'ai regardé ce qui marchait dans le monde et je me suis rendu compte que ce qu'on appelle les taxes soda, en fait, faire payer plus cher les mauvais aliments, était quelque chose qui fonctionnait très bien, du moment que la taxe était suffisamment dissuasive. C'est-à-dire qu'en France, on a mis en place une taxe soda, mais la taxe est tellement faible qu'elle a été en partie absorbée par les industriels au niveau de leur marge, et puis que, en fait, la France est un pays encore un petit peu relativement riche, on va dire, où payer 5 centimes de plus son litre de soda n'a pas d'incidence. Par contre, dans des pays comme le Mexique notamment, alors je cite le Mexique parce que c'est le pays qui consomme le plus de soda au monde, avec largement plus de 100 litres bu par habitant et par an.
et où on a effectivement un problème d'obésité qui est encore plus important. Donc le gouvernement mexicain a mis en place des choses, notamment une taxe soda beaucoup plus importante, et on a eu des effets quasi immédiats avec des baisses de consommation et une consommation qui se reporte sur l'eau. Alors les détracteurs, essentiellement les lobbies de l'industrie, vous disent que ça va priver la population la plus démunie d'accès à la malbouffe. Mais en fait, non, c'est un faux argument, puisque si on consomme moins de soda ou plus de soda, on le remplace par de l'eau qui est beaucoup plus saine et qui coûte beaucoup moins cher. Et cette question de pouvoir d'achat et de malbouffe est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les personnes qui sont le plus consommatrices de malbouffe parce que la malbouffe est pas chère, ce sont les classes les plus défavorisées, les plus populaires. On a beaucoup moins de problèmes d'obésité chez les CSP+. Voilà, donc il y a effectivement une vraie question d'équité et d'égalité vis-à-vis de l'alimentation et de la santé liée à une bonne alimentation. Donc les mesures effectivement qui fonctionnent, c'est effectivement taxer suffisamment les produits nocifs. Alors moi je suis plutôt anti-taxe en général, donc taxer dans la mesure où l'argent récolté sert exclusivement à favoriser l'accès à une meilleure alimentation. C'est-à-dire que si c'est taxé pour taxer, comme on le fait habituellement en France, pour que ça parte dans un trou noir de dettes et de gaspillage, non, ça pas vraiment. Voilà, il faudrait quand même que ces taxes servent. C'est pourquoi c'est voilà. Et ensuite, vous avez parlé de la publicité à destination des enfants. Alors ça, c'est une mesure de bon sens et puis de salubrité publique, hein, puisqu'on sait que les plus jeunes sont très influençables. On sait également qu'ils sont souvent prescripteurs. On a souvent vu dans les supermarchés des enfants faire des crises à leurs parents pour leur acheter une boîte de céréales hyper sucrées. Donc on sait que voilà, c'est quelque chose d'hyper nocif. Les industriels sont très très friands de ça parce qu'ils savent très bien qu'un consommateur éduqué, formé très jeune à consommer des produits sucrés sera un consommateur addict toute sa vie. Donc voilà, oui, et tous les professionnels de l'enfance, les ONG, que choisir, Foodwatch, etc., recommandent d'interdire la publicité des produits de la malbouffe à destination des enfants. Ce qui n'a pour l'instant jamais réussi à passer. Disons que nos politiques français et européens sont plus enclins à écouter les arguments sonnants et trébuchants des lobbies que des ONG. Ouais, alors même que le coût pour les finances publiques est énorme en bout de chaîne. En fait. Oui, mais je pense que nos politiques se préoccupent assez peu des finances publiques et davantage de leurs propres finances, malheureusement. Vous prenez aussi la démocratie alimentaire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept ? Effectivement, c'est un concept qui a été développé pour expliquer que les citoyens devraient avoir droit au chapitre déjà, hein, de donner leur avis. Donc, une question de démocratie, qu'en fait, on laisse la parole aux citoyens et aux citoyens le droit de décider. Et effectivement, que le droit à une alimentation saine, c'est-à-dire quelque chose qui ne porte pas préjudice à votre santé, soit quelque chose qui soit garanti à tous. Et on l'a vu aujourd'hui, on n'a pas cette question de démocratie, puisque la majorité, l'écrasante majorité de la population serait pour une interdiction de la publicité à destination des enfants, puisque personne, en termes de citoyens, de parents, n'a intérêt à ce que nos enfants soient bombardés de publicité pour des produits nocifs. Mais on s'aperçoit que cette démocratie nous est volée par une élite quelque part aux ordres et corrompue, on peut dire. C'est-à-dire que c'est tellement évident qu'on doit protéger les plus faibles, et si on le fait pas, c'est simplement pour des arguments, des arguments fallacieux, financiers. Alors, on met souvent en avant l'emploi, mais c'est un faux argument. Je veux dire, si demain on fait pas de publicité pour les enfants, ça n'aura pas d'incidence sur l'emploi. Donc non, il n'y a pas d'argument valable. Donc cette question de démocratie alimentaire, oui, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit se sentir concerné, doit se sentir citoyen, et sur une question comme l'alimentation, qui est également hautement politique, hein, puisque c'est quelque chose qui touche notre santé, l'organisation d'un territoire, qui touche la rémunération des producteurs, qui est un vrai débat, qui touche l'autonomie alimentaire du pays, la sécurité sanitaire du pays. Enfin bon, l'alimentation est vraiment au cœur d'une multitude de problèmes. Ouais, c'est très vrai.
Vous parlez dans vos livres des additifs alimentaires et des autres auxiliaires technologiques qui parfois ne sont même pas indiqués dans la composition. Est-ce que vous pouvez développer ou de techniques comme l'irradiation par exemple qui n'est jamais qui sert à la conservation des aliments et qui n'est jamais mentionné sur aucun emballage. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Alors il y a beaucoup de questions dans votre question. Alors si on doit parler donc des additifs en général. Donc, il faut savoir qu'un additif, on parle d'additif alimentaire, mais en réalité, le terme alimentaire ne devrait pas figurer. C'est-à-dire qu'un additif, ce n'est pas un aliment et ce n'est pas quelque chose qu'on devrait consommer. C'est-à-dire qu'on consomme pas, je sais pas moi, des cailloux, du sable, du verre pilé. Enfin, voilà, les additifs alimentaires ne sont pas des aliments et ne devraient pas être consommés. Donc, ce sont des choses qu'on ajoute, des produits chimiques, très souvent, essentiellement, qu'on ajoute à la nourriture, et, essentiellement dans deux aspects, pour faciliter le travail de l'industriel, pour lui permettre de fabriquer plus facilement des produits qui se conservent mieux, par exemple, et pour donner un meilleur aspect ou des meilleures qualités organoleptiques à un produit qui, en général, n'est pas très bon. Donc, typiquement, des colorants, des arômes, des choses comme ça, des texturants, des stabilisants. Donc, ce sont des choses qu'on ajoute à la nourriture qui, normalement, ne devraient pas y être, qui, quand vous faites une recette de cuisine chez vous, vous n'en mettez pas du tout, et qui, très souvent, sont nocifs pour la santé. Pardon. Certains sont toxiques, très toxiques. Certains, beaucoup de produits ont été interdits. On parle par exemple du dioxyde de titane qui était, on parlait de nanoparticules. On a des dérivés d'aluminium, par exemple, qui sont toxiques. On a des produits qui sont de plus en plus décriés, comme certains émulsifiants qui auraient un effet délétère sur la muqueuse intestinale. Enfin bon, on a beaucoup d'additifs qui sont aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Beaucoup ont été interdits, beaucoup le seront à l'avenir. Donc, on ne peut pas dire que les additifs sont des choses qui sont inoffensives et sur laquelle il n'y a pas de sujet de préoccupation. On a des solvants organiques, par exemple, qui sont utilisés pour les extractions, qui sont possiblement cancérigènes. Donc, on dit toujours possiblement pour garder une certaine réserve, mais on se doute qu'en réalité, ils le sont vraiment. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau additif. Effectivement, on utilise beaucoup et beaucoup trop. Au niveau de la catégorisation, vous avez à peu près 350 additifs qui sont sur les listes d'ingrédients qu'on va retrouver avec des E ou bien avec le nom complet. Mais vous avez aussi une catégorie que je combats moi depuis le tout début. Ce sont les auxiliaires technologiques. Donc, ce sont des additifs. Si on regarde les règlements européens, ils sont considérés comme des additifs, mais on a décrété que pour cette catégorie, donc à peu près 400 molécules chimiques, on n'avait pas besoin de les déclarer, donc pas besoin de les faire figurer dans la liste d'ingrédients, sous prétexte qu'ils auraient complètement disparu au cours du processus. Ce qui est en réalité, ce qui est complètement faux, puisque en réalité, on vous dit qu'ils ont complètement disparu ou qu'il en reste excessivement peu, mais dans le même temps, dans les normes, on vous dit que on ne doit pas dépasser des seuils minimums qui sont fixés. Donc, on reconnaît qu'il y en a encore, mais qu'on vous dit en même temps, mais comme il y en a quasiment plus ou plus, c'est pas la peine de les indiquer. Donc, il y a là encore un déni de démocratie, c'est-à-dire qu'on refuse aux consommateurs l'information de savoir ce qu'ils mangent. Ouais. Vous allez avoir des produits comme les anti-mousses, par exemple, quand on fait du sucre pour éviter pendant le processus que le sucre ne mousse dans les machines. On va vous mettre des molécules, des anti-mousses. On va vous mettre, pareil, dans de l'huile de friture. On va vous en rajouter. On va avoir des solvants d'extraction qui sont comme de l'hexane, par exemple, qui sont potentiellement cancérigènes. Donc, tous ces produits-là, vous n'aurez pas moyen de savoir qu'il y en a dans les aliments et vous n'aurez pas moyen de les éviter. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas les consommer, on vous refuse le droit de ne pas les consommer. Ouais. Donc, c'est réellement un scandale puisque ce sont des additifs comme les autres. Ouais, le consommateur n'a même pas la possibilité de savoir qu'il y en a. Vous ne saurez pas qu'il y en a. Et par exemple, dans les huiles alimentaires, dans la plupart des huiles alimentaires, hormis celles qui sont obtenues par pression, comme l'huile d'olive, vous avez des solvants organiques. Mais ça, vous ne le savez pas. Dans le café décaféiné, dans le thé déthéiné, vous avez aussi des solvants d'extraction. Dans le sucre en poudre, en général, conventionnel, vous avez de l'antimousse. Dans les bières, souvent, vous avez de l'antimousse. Vous avez, dans tout ce qui est biscuits, vous avez des agents de démoulage. Donc, vous avez tout un tas. Il y a 400 molécules qui sont autorisées en tant qu'auxiliaires technologiques. Voilà. Pour votre question par rapport à l'ionisation, en règle générale, la réglementation impose de l'indiquer sur les produits. Donc,
c'est un traitement qui se fait très peu, voire quasiment pas dans l'alimentaire aujourd'hui, puisque les consommateurs n'en veulent pas. D'accord. Mais on peut le retrouver parfois sur certains produits importés parce qu'il y a d'autres pays Ah oui, où... c'est-à-dire que oui, moi j'ai eu acheté dans ma carrière des produits qui étaient ionisés et où le traitement n'était pas déclaré. Donc là, c'est autre chose. C'est pas un problème de réglementaire, c'est un problème de fraude. Alors on a Ouais. effectivement, il y a beaucoup de produits qui sont fraudés comme ça, notamment des produits importés. Moi, j'achetais par exemple des épices d'Afrique du Sud qui étaient traitées de manière illégale. Mais vous avez beaucoup de produits importés d'Asie, notamment de Chine, de Thaïlande par exemple, qui sont irradiés sans que ce soit déclaré. Oui, ça c'est une fraude très très commune et très connue. Mmh. Vous parlez souvent d'une idée reçue qui est propagée à tort, qu'aucun aliment ne serait intrinsèquement mauvais pour la santé, qui serait donc une idée totalement fausse, où il y a donc des aliments Oui, qui oui, sont effectivement. complètement mauvais pour la santé. Et même pour moi, donc qui suis quand même un technicien de l'agroalimentaire, qui suis un ingénieur agroalimentaire, donc avec une formation en génie biologique, c'est une notion que j'avais quelque part en tête, mais que j'avais pas réellement pris conscience du problème. C'est vrai que on dit souvent, et ça vient de Paracels, hein, le fameux médecin chimiste, qui disait que voilà, c'est pas C'est la rien dose n'est qui fait poison, c'est la poison. dose qui fait le poison. Mais on s'est rendu compte au cours des dernières décennies que vous aviez des molécules, hein, notamment les perturbateurs endocriniens, où vous aviez une réponse de l'organisme non pas supérieure avec des doses importantes, mais au contraire, qui était supérieure avec des doses extrêmement faibles. C'est-à-dire que nos récepteurs biologiques ont évolué au cours de l'évolution pour avoir une réponse optimum à une dose extrêmement faible. Et on s'est aperçu que des perturbateurs endocriniens à dose extrêmement faible provoquaient des dégâts dans l'organisme de manière tout à fait inattendue. Même chose pour les produits qui sont cancérigènes. Vous n'avez pas de seuil. Il n'y a pas de seuil en dessous de laquelle on peut dire bon bah c'est bon, on peut en consommer, c'est pas dangereux. Par exemple l'amiante, hein, pour parler d'un produit qui est Mmh. très qui parle à tout le monde, on vous dit pas bah vous pouvez chez vous avoir je sais pas moi X mètres carrés de toiture en amiante, vous ne risquez rien. Non, on vous dit pas d'amiante dans les maisons. Parce Mmh. qu'on sait que l'amiante est cancérigène et il suffit d'une seule particule d'amiante pour démarrer un cancer. Donc, sur les perturbateurs endocriniens et sur les produits cancérigènes, vous n'avez pas de minimum, de minimum, vous n'avez pas d'effet de seuil en réalité. D'accord. Ouais, donc il faut vraiment faire attention, Exactement. et Il faut éviter absolument les produits cancérigènes et les perturbateurs endocriniens, type bisphénol, par exemple, bisphénol A et d'autres. mmh. Ouais, ouais, effectivement, vous dénoncez la présence d'ingrédients nocifs ou alors qui sont, mauvais pour l'environnement, en quantité massive dans la nourriture, industrielle comme le sucre, ou l'huile de palme. Quelle est la raison principale pour laquelle on en retrouve un peu partout et qu'il faut se battre pour, trouver des choses sans huile de palme? Alors, tout à fait. Alors, juste une petite remarque, c'est qu'on parle de deux catégories de produits différentes. Là, on parlait des additifs. Donc, les additifs sont des choses qu'on ajoute à la nourriture, mais qui ne sont pas de la nourriture, et des ingrédients. Les ingrédients, c'est de la nourriture et ça sert à fabriquer des produits plus complexes. Donc, les additifs, c'est tout ce qu'on a dit, hein, les édulcorants, les anti-mousses, les colorants, les texturants, les conservateurs, etc., les arômes, ça c'est de l'additif. Par contre, l'huile de palme, le sucre, ça, ce sont des ingrédients. Voilà. Donc, la différence essentielle, c'est qu'on va consommer, en termes de quantité, beaucoup plus d'ingrédients que d'additifs. Les additifs, ils sont souvent à l'état de trace. On parle de milligrammes, de grammes, voilà. Alors que les ingrédients, on va en consommer par dizaines, voire centaines de grammes par jour. Donc, du sucre, on peut en consommer, oui, 15, 20, 100 grammes par jour, c'est possible. Donc, les quantités sont plus importantes. Ensuite, vous avez certaines catégories de produits qui peuvent être nocifs pour votre santé. On sait très bien, donc on parle de consommer trop gras, trop sucré, trop salé. Donc, si on consomme trop de sucre, trop de matières grasses, on aura des problèmes d'obésité. Certains sucres sont plus nocifs que d'autres. Et moi, je parle souvent du fructose, Mmh. c'est-à-dire que au niveau des cellules de notre organisme, le carburant de l'organisme, c'est le glucose. Donc, c'est la molécule élémentaire de sucre, on va dire. Donc, c'est le glucose, hein, voilà, une molécule à 6 atomes de carbone que le corps sait utiliser. C'est le super de l'organisme, on va dire. Et vous avez des molécules plus complexes, hein, comme le sucre de table,
hein, le fameux morceau de sucre qu'on a dans les cuisines. Ça, c'est du saccharose. Et ça, c'est une molécule complexe avec du glucose et du fructose. Quand on va le consommer, l'organisme va d'abord couper la molécule en deux. Une molécule de glucose, une molécule de fructose. Et dans l'industrie, pour avoir des produits plus économiques et plus efficaces, on va avoir des molécules pures, soit de glucose, soit de fructose. Et le souci, c'est que votre organisme sait parfaitement utiliser le glucose, mais pas le fructose ou très mal le fructose. Le fructose doit d'abord être transformé par votre foie en glucose pour pouvoir être utilisé. Donc, si vous consommez beaucoup de fructose, votre foie va être complètement débordé et vous risquez d'avoir de gros soucis de santé, notamment un diabète de type 2, en consommant trop de fructose. Et le fructose, on le trouve essentiellement dans les produits industriels ultra transformés et notamment les sodas. Ouais. Donc le fructose est quelque chose dont il faut surveiller sa consommation et j'aurais tendance à dire à éviter de consommer. Et c'est pas cher aussi, c'est pour ça aussi. Exactement, oui. Ce sont des sucres qui sont obtenus à partir des céréales, donc à partir de l'amidon, de pommes de terre, de maïs, de blé, hein, qui est dégradé de manière enzymatique et on fabrique donc du glucose et du fructose. Et le fructose a des intérêts pour l'industriel. C'est un sucre qui a un fort pouvoir sucrant, c'est-à-dire que si vous mettez la même quantité de glucose, de saccharose et de fructose, le goût sucré, ce que vous allez percevoir en goût sucré, sera plus important avec le fructose. Donc ça permet de donner un goût sucré plus fort, plus addictif, oui, à un goût, après d'habitude et d'addiction en fait au sucre. Exactement. Et puis ça a aussi des intérêts au niveau de la conservation. Ça favorise la conservation, ça favorise certaines réactions chimiques de brunissement, etc. Donc ça a un intérêt aussi par lui-même, mais surtout pour des raisons économiques et pour des raisons d'addiction, on va dire. L'huile de palme, alors c'est différent. L'huile de palme, c'est souvent décrié par rapport à la déforestation. Donc on vous dit voilà, il faut pas consommer d'huile de palme. Notamment, il y avait toute une campagne contre le pâte à tartiner Nutella, en disant voilà, il y a de l'huile de palme, donc c'est la déforestation et c'est les orang-outans. Alors, on a eu des campagnes qui ont été mises en place, notamment par Greenpeace, parce que l'orang-outan, c'est un animal qui, voilà, on s'identifie bien, c'est vendeur l'orang-outan. Mais en termes de santé, c'est vrai que l'huile de palme est une huile relativement saturée, donc on sait que les graisses saturées, c'est pas très bon pour l'organisme. Donc l'huile de palme, c'est ni bon pour l'environnement, ni bon pour la santé. Mais c'est pas cher. Voilà. Mais alors, c'est l'huile alimentaire la moins chère. Et la raison, c'est que c'est l'huile qui a la plus grosse productivité à l'hectare. C'est-à-dire qu'avec un hectare de palmier à huile, vous pouvez fabriquer de mémoire jusqu'à 8 tonnes d'huile par an. Par hectare. À titre de comparaison, un hectare d'olivier va vous donner 300 à 400 kilos d'huile. Donc, vous voyez, il y a la productivité de l'huile de palme, du palmier à huile, est sans commune mesure avec toutes les autres huiles. Et d'ailleurs, si on doit réfléchir un peu au sujet, dans mon ancienne vie, j'ai été acheteur d'huile de palme et de dérivés d'huile de palme, donc j'ai visité des plantations d'huile de palme et j'ai visité tous les plus gros producteurs d'huile de palme, essentiellement en Malaisie et en Indonésie. L'huile de palme est pas chère, mais il faut savoir que l'alimentation n'est pas le principal débouché pour l'huile de palme. L'huile de palme, le principal débouché, ce sont les carburants. C'est ce qu'on a dans ce qu'on appelle les agrocarburants ou les biocarburants. Enfin, biocarburant n'est pas très adapté comme terme, c'est plutôt des agrocarburants. Ah oui. Donc voilà, et on s'en sert pour faire du diester qu'on trouve dans le diesel. Donc le driver, le principal moteur de la production d'huile de palme, c'est essentiellement le pétrole et l'essence, enfin le diesel. Et ensuite, c'est que si on devait remplacer l'huile de palme par un autre type d'huile, il faudrait multiplier les surfaces cultivées d'olivier, de soja, de colza, enfin tout ce qui est oléicole, peut-être par 10. Donc, quelque part, ce serait pas résoudre le problème du tout, ce serait juste déplacer le problème, puisque si vous avez une oliveraie à perte de vue, moi j'ai visité des oliveraies dans le sud de l'Espagne, c'est autant un désert que des champs de palmiers dans le sud de la Malaisie. Donc, il y a pas de bénéfice de remplacer, au niveau environnement, je parle, hein, il n'y a pas de bénéfice de remplacer un hectare de palmiers à huile par 10 ou 20 hectares d'oliveraies. Voilà, ça va pas sauver davantage la nature et l'environnement. Donc, c'est un problème complexe. Ouais, c'est intéressant, effectivement, de se poser la question à ce niveau-là, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a rarement une solution évidente et simple à un problème aussi compliqué que celui-là.
Mmh. Vous parlez de la différence entre la sûreté et la santé dans l'industrie agroalimentaire, parce que Tout à fait. souvent, effectivement, les industriels se flattent de, voilà, mettre en avant le fait de fabriquer des produits sûrs, Exactement. mais voilà, Exactement. on C'est sait que c'est pas et la même alors chose. ça, je me suis rendu compte, hein, parce que j'ai été beaucoup attaqué par les représentants des industries alimentaires, notamment le syndicat LANIA, hein, qui est censé représenter, mais qui les représente bien mal, malheureusement, l'industrie alimentaire de notre pays. Et ces gens-là, donc, n'ont pas du tout, enfin, cherché à comprendre la démarche qui m'animait, c'est-à-dire de faire progresser l'industrie alimentaire. Et à mon sens, ça devrait être leur but, c'est-à-dire Mmh. Ils devraient vous de remercier, en fait. exactement, on devrait travailler ensemble, en fait. Ces gens-là ont une vision à courte vue, c'est-à-dire que ils pensent qu'en étouffant les scandales, ça permettra de continuer à faire du business comme avant. Alors qu'en fait, non, ça contribue à faire perdre toute la crédibilité et la confiance des consommateurs envers l'industrie. Mmh. Alors que ma démarche à moi, c'est de dire, il faut d'abord faire le ménage et produire bon et produire bien pour que les consommateurs aient confiance. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut être vertueux pour que les consommateurs achètent en confiance les produits qu'on leur propose. Plutôt que dire non, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème, faire des produits qui soient nocifs, qui soient trop sucrés, qui soient mauvais en réalité, et puis dire non, non, il n'y a pas de problème, et ceux qui dénoncent, en fait, sont des malfaisants. Enfin voilà. Et ça a été la démarche des gens comme Lania. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans leur discours, ils passaient leur temps à dire nous, on fait des produits qui sont conformes à la législation. Alors, ce qui est vrai, effectivement, c'est conforme à la législation, mais sans vous dire que la législation, c'est en gros, c'est eux qui l'inspirent et c'est eux qui la font quelque part. Oui. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez des élus qui sont aux ordres, qui sont corrompus, qui se laissent influencer, vous avez une législation qui permet de faire n'importe quoi et de continuer à faire de la publicité à destination des enfants, comme on a parlé plus tôt. Donc il y a un vrai problème d'influence, de corruption des lobbies, hein, pour dire les choses clairement, et qui se targuent de faire des produits qui soient, alors ils jouent sur les mots en disant voilà, ils font des produits qui sont sûrs. Donc sûr, il y a cette question de sûreté alimentaire, c'est-à-dire des produits que si vous les consommez, vous n'allez pas mourir tout de suite en fait. Voilà, vous n'avez pas de risque à consommer des additifs alimentaires, des sodas, voilà, à consommer ces produits industriels, la malbouffe. Voilà, vous Mmh. risquez pas de tomber, Et encore, parfois, on voit que même ça, comme on a vu voilà, avec Kinder ou avec voilà. Donc, les on vous pizzas, vend des produits voilà. qui sont malsains. Ouais. Exactement, oui. On vous vend des produits qui sont malsains sur le long terme, mais en vous disant oui, mais à court terme, vous risquez rien. Donc, vous risquez pas de mourir tout de suite. Hein, les produits sont sûrs. Il n'y a pas il y a pas de bactéries toxiques. Il n'y a pas de, c'est essentiellement ça. Voilà, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de botulisme. Il n'y a pas de salmonelle. Il n'y a pas de clostridium. Il n'y a pas, il y a pas de germes toxiques puisque on a bourré le produit de conservateur. Mmh. Ce qu'on vous dit pas, c'est que le produit, du coup, ok, il est devenu sûr, mais il est devenu malsain. Donc tout dépend ce qu'on veut. En gros, c'est est-ce que vous préférez mourir sûrement à long terme, ou alors peut-être avoir un bon produit aujourd'hui, mais prendre le risque peut-être que dans votre camembert au lait cru, il y ait de temps en temps un problème. Ou alors la question se pose pas comme ça plutôt. C'est pourquoi les industriels utilisent autant d'additifs, c'est que ça leur donne beaucoup plus de souplesse et ça leur permet de travailler salement, de mal travailler avec des conservateurs, avec des garanties après, où ça leur permet de faire des produits qui vont se conserver beaucoup plus longtemps que ce serait normalement le cas en travaillant bien et en faisant attention à la chaîne du Ouais. froid. Vous citez l'exemple, par exemple, des sandwichs c'est une question aussi d'habitude des consommateurs, parce que vous citez l'exemple des Exactement, sandwichs en Angleterre. Moi, j'ai vécu en tout à fait. Angleterre, et en France, les sandwichs, qu'on trouve emballés, voilà, Exactement, oui, tout à fait. J'ai travaillé, oui, dans effectivement, donc c'est un exemple que je cite, puisque moi j'ai travaillé pour un des plus gros producteurs européens de sandwich, hein, de produits frais, sandwich, pizza, quiche, etc., donc tous ces produits frais. Et on avait donc des filiales en Europe, en Angleterre et ailleurs, et on s'est rendu compte qu'en Angleterre, la DLC, donc la date de consommation la date limite de consommation des sandwichs était extrêmement courte par rapport à ce qu'on avait en France notamment. Et la raison, c'est qu'en Angleterre, on a une habitude de ne pas mettre ou très peu de conservateurs et de faire une rotation tous les 3 jours. En gros, un sandwich dans une station-service en Angleterre ou un supermarché en Angleterre va y rester très peu de temps, va y rester 2-3 jours. Alors qu'en France, on met des conservateurs dans les sauces, on met des conservateurs dans les viandes, on les traite en salaison, de manière à avoir des sandwichs qui se conservent beaucoup plus longtemps.
Donc, on peut produire sain, on peut produire mieux, mais ça oblige à avoir, par exemple, des DLC courtes. Donc, ça veut dire produire des plus petites fabrications, livrer plus souvent. Donc, ça veut dire, en règle générale, si on produit mieux, on produit plus cher. Exactement. Ouais. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est une question d'habitude du consommateur parce que on est obligé si on essaye de vendre des sandwichs français en Angleterre, ça marcherait pas. A priori, ce serait plus difficile, ce serait perçu comme malsain, ce serait perçu comme comme moins bon probablement. Et puis oui, ce sont pas dans les habitudes d'avoir un sandwich qui va traîner dans un réfrigérateur une semaine, quoi. Donc il y a une question d'éducation des consommateurs, oui, qui doit se faire effectivement, et de transparence aussi, c'est-à-dire que vous voyez, quand on n'affiche pas les auxiliaires technologiques, oui, il y a un problème de transparence. Vous déplorez la déperdition de la tradition culinaire. C'est vrai que là, moi, j'avais vu un sondage il y a pas longtemps où il y avait seulement 28% des jeunes qui appréciaient des plats comme la blanquette, alors que ils étaient beaucoup plus nombreux à aimer les kebabs, les pizzas, les tacos, etc. On voit aussi que c'est les jeunes qui recourent beaucoup plus à la livraison de produits déjà faits, en fait, qui en général ne sont pas des recettes traditionnelles. Et vous parliez aussi de tous ces processus de fabrication industrielle qui sont très artificiels, que c'est pas des choses qu'on peut reproduire soi-même dans sa cuisine. Oui. Comme ça, est-ce que vous pensez que tout ça c'est une menace pour la culture culinaire et l'éducation du goût en fait des gens? Je pense effectivement qu'il y a une vraie perte d'identité culturelle, d'identité culinaire dans ce qu'on peut proposer. Après, c'est vrai que les jeunes sont moins soucieux de ces problèmes du bien manger. Ils sont plus sensibles à des questions environnementales aujourd'hui, c'est-à-dire sauver les orang-outans, ça va leur parler. Par contre, se passer de pâte à tartiner aux noisettes, ça va être plus compliqué. Donc, au niveau, il y a vraiment une question d'éducation à ce que c'est que bien manger, et puis à faire comprendre aux plus jeunes, et c'est pas facile, à leur faire comprendre que les mauvaises habitudes alimentaires qu'ils ont à 20 ans, ça aura un impact sur leur santé quand ils en auront 40 ou 50. Et ça, effectivement, quand on a 20 ans, ça nous paraît extrêmement lointain. On est en pleine forme. On n'a pas l'impression de se dégrader la santé si on consomme des kebabs. Alors, les kebabs, c'est une catastrophe parce que on sait que la Commission européenne, c'est une folie ce qui s'est passé, c'est que la plupart des kebabs aujourd'hui contiennent des phosphates, qui étaient une pratique interdite. Et quand l'Europe s'est rendu compte que les fabricants industriels de kebabs, ils mettaient des phosphates dans leur viande, plutôt que leur tirer les oreilles, ils ont dit on va changer la réglementation, on va autoriser les phosphates. Donc, vous voyez, c'est une question, et ça sous la pression de l'Allemagne, parce que c'est en Allemagne que les plus gros industriels du kebab sont installés. Donc, alors, un kebab, mais un vrai kebab, c'est une brochette turque ou l'équivalent grec avec le gyros. Si c'est fait avec des ingrédients de qualité, si c'est fait sans phosphate, sans additifs, c'est bon, c'est excellent, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est fait avec des produits bourrés de phosphate, bourrés d'eau, bourrés de tout ce que vous voulez, d'additifs, etc., vous avez un produit merdique. Et donc, vous vous habituez à consommer quelque chose qui en réalité n'est pas du tout bon pour la santé, n'est pas du tout sain, alors que vous pourriez avoir une blanquette, un bœuf bourguignon qui serait un produit de meilleure qualité. Alors, ceci dit, on a aussi une grosse différence de préparation, c'est-à-dire qu'un kebab, ça se fait sur des kiosques, ça se fait extrêmement rapidement. Préparer une blanquette ou un bœuf bourguignon, c'est beaucoup plus de travail. Voilà, c'est long, et puis ça se fait à la maison en général. Vous n'avez pas de kiosque dans la rue qui vous propose de la blanquette ou du bœuf bourguignon. Et ensuite, le kebab, le hamburger, tout ça, c'est du sandwich en réalité. Oui, c'est vrai. Donc, même la pizza, quelque part, vous voyez, c'est un genre de sandwich plat, mais tout ça, c'est du sandwich, donc c'est des trucs à emporter, c'est du rapidement consommé. Mais vous avez aussi des alternatives comme le sushi, par exemple. Le sushi, alors c'est l'opposé, c'est quelque chose de relativement sain, c'est quelque chose de frais. Et ça aussi, il y a un succès du sushi. Alors, il y a des choses dont on peut se désoler, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des plats traditionnels qui sont en perte de vitesse. Vous avez beaucoup de nouveaux produits. Alors voilà, le sushi, c'est plutôt positif. Alors le tacos à la française, bon, ça aussi pareil, il y aurait beaucoup à dire. Voilà, tacos, pizza, kebab, oui, ça malheureusement, ce sont pas forcément des produits très qualitatifs, quoi.
Ouais, ça dépend comment c'est fait, toujours, quoi. Mais c'est vrai que souvent, du coup, Oui. c'est quand même très gras, pas Très forcément. gras, et puis bourré d'additifs, hein, comme je vous l'ai dit, dans les kebabs, vous êtes quasiment assuré d'avoir du phosphate. Donc, c'est pas du tout un produit sain. Hmm. C'est un produit sûr, mais c'est pas un produit sain. Il y a aussi, en lisant vos livres, moi, pour les préoccupations environnementales, je trouve que la question des emballages est très compliquée, en fait, parce que vous parlez justement moi, j'essaye toujours d'acheter des choses en emballage en carton, Ouais, en me disant que voilà, c'est quand même moins problématique pour l'environnement. Mais il peut y avoir des problèmes de contamination avec des encres, en fait, si le produit est au contact de l'encre. exactement. Ou l'aluminium qui est facile à recycler mais qui est toxique aussi, vous expliquez. Donc c'est pas évident, je trouve. Non, c'est vraiment c'est un sujet complexe, hein, moi. Donc moi je travaille là-dedans depuis tout le temps. Donc j'ai été confronté à tout type d'emballage, hein, que ce soit les étuis carton, hein, tout ce qui est emballage en carton dont on parle, qu'on voit souvent, par exemple pour les légumes secs, pour les pâtes, pour le couscous par exemple, Mhm. les sachets plastiques, puisque là où j'ai travaillé on faisait beaucoup de sachets plastiques, les bocaux verts, les conserves métal. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de contenants différents pour conserver la nourriture, avec chacun leurs problèmes spécifiques. C'est vrai que les étuis carton, papier, vous avez un risque de contamination par les huiles minérales. Donc, quand moi j'ai écrit mon premier livre, on a fait une campagne de sensibilisation avec l'association Foodwatch, puisque j'avais été confronté à des produits alimentaires. À l'époque, c'était des fruits secs, hein, des légumes secs, pardon, lentilles, haricots, couscous, qui Mhm. étaient en contact direct avec des cartons recyclés. Et le problème du carton recyclé, c'est que vous avez un peu du tout venant là-dedans, et vous avez aussi beaucoup d'emballages qui contiennent des encres et des vernis qui se trouvent mélangés dans ce produit et qui migrent. Et en fait, dans les encres et vernis, vous avez des huiles minérales qui sont toxiques, qui sont cancérigènes. Donc, si vous avez migration de ces produits-là dans l'aliment, vous allez les consommer indirectement. Donc, à l'époque, avec Foodwatch, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits, essentiellement les légumes secs, les couscous, les polenta, enfin tous ces produits-là, ces produits secs, mais aussi des biscuits, enfin tout ce qui était en contact avec un carton recyclé pouvait contenir ces produits-là. Donc, on a milité pour qu'on remplace le carton recyclé par du carton vierge, donc du carton Mhm. fabriqué à partir de pâte à papier. Mais le problème, c'est que ça coûte plus cher, toujours pareil. Ou alors mettre ces produits dans un sachet plastique pour que l'aliment ne soit pas en contact direct avec Avec le le carton. carton recyclé. Voilà. Mais on a aussi des problèmes, par exemple, dans les boîtes en métal, avec des migrations des vernis. Parce qu'il faut savoir, quand vous achetez une boîte de conserve, l'aliment n'est pas en contact avec le métal, avec soit l'aluminium, soit le fer. Il y a un vernis à l'intérieur pour protéger. Exactement. Il y a un vernis à l'intérieur. Donc, à une époque, on avait des gros problèmes avec le bisphénol, le fameux Mhm. bisphénol A, qui est interdit aujourd'hui dans ces produits-là, puisque le bisphénol est un perturbateur endocrinien, que du vernis, ça migrait dans l'aliment. Mais on a toujours aujourd'hui des migrations du vernis dans l'aliment. Alors, c'est plus du bisphénol A, mais on a d'autres types de bisphénol et on a Mhm. d'autres composés qui sont pas aujourd'hui garantis absolument sains. Donc, en ce qui me concerne, et ça, c'est pas une, voilà, je vous dis ce que moi je fais, mais c'est pas une recommandation, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, en ce qui me concerne, je consomme pas de produits dans des boîtes de conserve, par exemple. Ouais, Si vous voulez consommer de la conserve, j'aurais tendance à recommander de plutôt consommer des produits dans des bocaux en verre, beaucoup puisque le en verre. verre est un matériau inerte et vous n'avez Oui, pas de migration de molécules du verre à l'aliment. et recyclable. Mais par contre, c'est vrai que ça Et pèse lourd. recyclable. Donc Ça pèse ça... lourd, ça se casse. Ouais, Voilà, c'est pas le plus pratique, mais en termes de sécurité, ouais, sécurité alimentaire, c'est extrêmement simple. donc, alors, on voit aussi qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être liés au fait qu'on mange, par exemple, de moins en moins de variétés pour les fruits et légumes, par exemple, quand on voit seulement le peu de variétés de pommes, par exemple, qui Ouais. sont dans les rayons, etc. On voit que ça peut avoir des incidences, le fait de se concentrer seulement sur quelques variétés de chaque produit, ça peut favoriser les maladies, ça peut, du coup, on peut avoir des problèmes de sécurité d'approvisionnement en fait à cause de ça.
Bah oui, oui, effectivement, puisque là, j'ai été confronté à ça tout directement, puisque dans l'entreprise où je travaillais, on développait un produit naturel, hein, pour l'agriculture biologique, pour la banane, pour les bananiers. Mhm. Aujourd'hui, il faut savoir que 90% de la banane produite dans le monde, c'est quasiment une variété, c'est la variété Cavendish. Hein, Oui. c'est la banane classique qu'on voit partout. Et aujourd'hui, on sait que cette banane, elle est sensible à un parasite qui est en train de décimer les plantations, notamment en Amérique du Sud. Donc, le risque, effectivement, qu'on a en misant sur quelques variétés qui font la quasi-majorité de l'offre alimentaire aujourd'hui, c'est que si on a un parasite ou une maladie qui attaque spécifiquement cette variété, c'est de se retrouver très rapidement avec une pénurie de ce produit-là. Mhm. Bon, si demain on a une pénurie de bananes, c'est pas forcément un problème, mais si on a une pénurie de blé, par exemple, ou de riz, ou de maïs, si on a vraiment des aliments de base comme ceux-là C'est une catastrophe. voilà, on peut avoir une catastrophe alimentaire mondiale parce que oui, on n'est pas, on a vu, l'olivier par exemple, même la banane. C'est-à-dire que la banane, la Cavendish, c'était pas la variété la plus répandue il y a un siècle. Mhm. Mais la variété précédente, dont le nom ne me revient plus, mais a quasiment disparu justement à cause d'une maladie. Donc, effectivement, la standardisation des variétés pose un gros problème au niveau de la sécurité alimentaire. On a aussi des problèmes au niveau de l'environnement, c'est-à-dire on a une perte de biodiversité qui est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme, je sais pas moi, 10 variétés de pommes, on consomme 10 variétés de volailles. Donc, on a toute une richesse et une biodiversité qui est en train de disparaître parce qu'on a beaucoup de variétés qui sont en train de, C'est qui ne moins sont plus rentable. cultivées. Voilà, qui sont Mhm. moins rentables ou moins productives. Et puis, les supermarchés ne veulent pas s'embêter à gérer 50 références de pommes, 20 références de poires, etc. Ils veulent Mhm. avoir 3-4 références de pommes, 3-4 de poires, 3-4 de tomates, et c'est tout. Ouais. Voilà, donc ça, Même les animaux, on voit que il y a de plus en plus de concentration pour les vaches, par exemple. exactement. Voilà, alors c'est ce qu'on appelle souvent les races anciennes, mais ça veut rien dire ancienne. C'est-à-dire que voilà, c'est des choses qui ont tendance à disparaître parce que oui, elles sont. Et puis même si elles étaient productives, les supermarchés ne veulent pas s'embêter à gérer 10 références de chaque produit. En termes de Mm. logistique, pour eux, ce serait trop compliqué. On voit il y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'inflation dans l'alimentaire ces dernières années, Mm. et on voit qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent de l'inflation, qui ont dû Ouais, réduire leurs portions, qui mangent moins de viande, pas forcément par choix en fait, mais parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de beaucoup sautent ouais. des repas. Comment est-ce qu'on peut concilier cela avec une exigence de qualité de la nourriture dans un contexte où effectivement la situation économique est compliquée et on est dans un contexte d'appauvrissement général en fait. En fait, il faut bien avoir conscience que l'appauvrissement général, il se fait en Europe, mais il se fait pas ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que moi qui voyage beaucoup, je peux vous dire que en Inde, en Chine, voilà, dans un tas de pays du monde, il y a de la croissance et il n'y a pas Mhm. d'appauvrissement. Donc, le principal problème de l'inflation qu'on a connu en France, c'est le surcoût de l'énergie. Mhm. C'est-à-dire que l'Europe a été stupide au point de mettre de se priver des importations massives d'énergie pas chère venant de Russie pour les problèmes qu'on connaît actuellement. Et on se retrouve à acheter du gaz aux Américains qu'on paye 4 fois le prix de ce qu'on payait avant. Donc, stupidement, l'Europe s'est mis en position d'avoir une énergie dont le prix a été multiplié par 4 et l'économie, c'est simplement de l'énergie transformée. Donc, absolument tout, a subi une inflation forte à cause de l'augmentation du coût de l'énergie. Donc, tout ce qui est approvisionnement énergétique, hein, l'électricité, le gaz. Donc, ça coûte plus cher de rouler, ça coûte plus cher de faire tourner une usine, ça coûte plus cher de fabriquer quoi que ce soit. Donc, la principale source de l'inflation, c'est là. Il suffirait que demain nos dirigeants aient un éclair de lucidité et se rabibochent avec la Russie pour qu'on ait à nouveau une baisse de l'inflation. Donc Mhm. ça c'est la première remarque qu'on doit faire. Ensuite, ça oblige effectivement, ça oblige les consommateurs à faire des choix parce que malheureusement les ressources, donc les salaires, n'ont pas suivi l'inflation. Donc ça veut dire pour ceux qui le pouvaient faire moins d'économies, mettre moins d'argent de côté, faire des choix arbitrés.
peut-être prendre un abonnement téléphonique un petit peu moins premium, peut-être renouveler son matériel moins souvent. Mais on l'a vu, les Français, ils renouvellent moins leurs voitures. Les ventes de voitures neuves se sont cassées la figure, les ventes de camping-cars se sont cassées la figure. En fait, les ventes de tout ce qui est cher a beaucoup baissé. Les produits chers alimentaires ont beaucoup baissé. Les viandes, les poissons ont beaucoup baissé. Alors que, à contrario, il y a une pénurie d'œufs en ce moment. Oui. Donc oui, les gens, nécessairement, font des arbitrages entre les produits. Si vous voulez des protéines pas trop chères, les protéines les moins chères, c'est l'œuf. Donc la consommation d'œufs a augmenté. La viande la moins chère, c'est la volaille et le porc. Donc voilà, on a une augmentation de la consommation de volaille et de porc et une baisse de consommation de bœuf. Donc voilà. Ensuite, pour faire des économies, il faut se remettre à cuisiner et puis il faut acheter des produits bruts. Il faut acheter des légumes de saison. Il faut éviter les plats préparés qui peuvent paraître pas chers et pratiques, mais qui au final vous coûtent plus cher. Refaites de la soupe, refaites des choses comme ça pas cher. Ouais. C'est malheureusement les seuls conseils qu'on peut donner. Dans votre dernier livre, vous dénoncez la perte de souveraineté de la France et les traités de libre-échange signés par l'Union européenne, comme le CETA, par exemple, avec le Canada. On a signé le Mercosur malgré les protestations de la France. Malgré les protestations officielles de la France. Tout ça, c'est un jeu de dupes. Nos politiques n'ont jamais vraiment défendu le CETA. N'ont jamais été réellement opposés au CETA. On sait très bien que tout ça, c'est une mascarade. Et que le CETA, de toute façon, allait être signé. Oui, c'est-à-dire le CETA, il a même été mis en application sans jamais avoir été ratifié. Exactement. On a vu qu'on avait même notre Sénat qui avait voté contre, et ça n'a absolument rien changé à l'application. Non, mais tout le monde le sait. C'est une caricature. C'est un jeu pour l'opinion publique. Mais les politiques savent très bien que de toute façon, c'est pas là que ça se décide. Donc voilà. Donc pour plaire à l'opinion française qui soutient son agriculture. On va vous dire on est contre le CETA, mais tout en sachant très bien que ça va être mis en place. Et puis en le poussant discrètement aussi. On râle en France, on dit que c'est la faute de l'Europe, mais au niveau de la Commission européenne, il y a très peu de politiques françaises s'y opposent en réalité. On n'avait pas du tout besoin de faire ces accords de libre-échange parce que moi, quand j'ai démarré ma carrière d'acheteur, le tout premier achat que j'ai fait, c'était un container de haricots rouges du Canada. Oui. On parle d'accord de libre-échange avec le Canada. J'ai jamais eu de problème pour acheter des haricots ou des lentilles ou de la graine de moutarde au Canada. Aujourd'hui, le Canada, c'est le plus gros producteur mondial de haricots, lentilles et graines de moutarde. Donc, il exporte, il vend, y compris en Europe et en France depuis tout le temps. Donc, on n'a pas besoin de ces accords-là. Ensuite, il faut savoir que on fait des accords avec des pays comme le Canada, qui sont des puissances agricoles. On fait des accords de libre-échange avec le Mercosur, le Brésil notamment, l'Argentine, qui sont des puissances agricoles. On fait des échanges de libre-échange avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont des puissances agricoles. Donc, en fait, ça revient sciemment et ouvertement à tuer l'agriculture européenne pour permettre l'invasion de produits contre lesquels on ne peut pas lutter. Au Canada, pas les mêmes contraintes sociales, environnementales, etc. non plus. Et puis même la nature, c'est-à-dire qu'au Canada, moi j'ai visité vous allez dans le Saskatchewan par exemple, là où étaient mes produits essentiellement importés. Vous avez des fermes qui font des milliers d'hectares. Vous avez des champs qui sont à perte de vue où il y a pas de population quasiment, et vous avez des plaines immenses. Tout est automatisé. En France, c'est impossible d'avoir la productivité qu'on a au Canada. Vous avez des surfaces agricoles qui sont immenses. Vous allez en Argentine, vous avez des pâturages à perte de vue. En Nouvelle-Zélande, pareil. Donc, vous pouvez produire tout ce qui est légumineuse, céréales pour beaucoup moins cher au Canada, de la viande pour beaucoup moins cher au Brésil et en Argentine, de l'agneau pour beaucoup moins cher en Nouvelle-Zélande. Donc, en Europe, il n'y a aucun moyen d'être compétitif de par la nature du territoire et aussi et surtout de par les taxes qui sont imposées notamment en France. On est écrasé de taxes, donc on ne peut pas être compétitif. Donc, faire ces accords de libre-échange, ça revient à sacrifier nos producteurs
en échange de contrats sur des machines, de l'armement. En gros, c'est tuer le producteur, le paysan, pour vendre des Rafales, des matériels de guerre, ou pour vendre des sous-marins, pour voilà, Ça a notamment au longtemps été Brésil. des voitures allemandes. Ou effectivement des machines et des voitures allemandes. Exactement, oui, c'est ça. Mais effectivement, la France n'est pas Mais c'est forcément fait, mais gagnante. c'est fait en connaissance de cause, hein. On va certainement pas acheter au Canada, on va pas acheter des voitures au Canada. Voilà. On sait qu'on va leur vendre des machines et on va tuer le producteur de lentilles français. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et surtout, ça tire aussi beaucoup tous les standards de production vers le bas, parce que Oui, là, on l'a tout à vu fait. avec la loi du plomb, par exemple, sur la querelle au sujet de l'acétamipride, hein, si je Exactement. prononce bien. Tout à fait. Voilà, où on dit les producteurs français disent qu'ils ne peuvent pas être compétitifs sans, mais c'est effectivement quelque chose qui a l'air d'être C'est toxique. incompréhensible d'interdire un produit en France ou voilà et d'autoriser l'importation de produits C'est ça. d'aliments traités à ce même produit à l'étranger. Donc, si c'est interdit en France, on devrait interdire l'importation de produits traités avec ce produit-là. C'est ça, c'est du simple bon sens. Et sinon, ça revient effectivement à tuer Exactement, oui. Oui, l'agriculture. mais c'est à se demander si c'est pas fait exprès. Est-ce qu'on peut pas avoir un risque de dépendance finalement, du coup, en n'ayant plus d'agriculture sur place? Ah, On mais voit que c'est l'agriculteur le cas moyen, déjà. il a Mais déjà. c'est le cas. C'est le cas déjà. Il faut savoir en France qu'à taxer l'industrie, on a perdu la plupart de notre industrie agroalimentaire. Alors on vous dit oui, l'industrie agroalimentaire en France, mais il faut savoir aujourd'hui que quand vous allez consommer des chips, les pommes de terre sont produites en France, mais la fabrication, elle est faite en Belgique, par exemple. Donc, on a perdu énormément d'industrie en France, on continue d'en perdre, malgré le discours faux des politiques qu'on peut entendre. La France n'est pas du tout un pays attractif pour les investissements, pas du tout. Les coûts de production en France sont beaucoup trop chers, les taxes en France sont beaucoup trop chères. Donc, on a un problème de compétitivité. Les 35 heures est une catastrophe en France. Moi qui ai travaillé à Singapour et en Autriche, je peux vous dire que la France est la risée du monde avec les 35 heures. On ne peut pas être compétitif en travaillant aussi peu, c'est impossible. Après, ça ne concerne pas, par exemple, les agriculteurs. Ils sont nettement plus. Non, mais il faut s'en les dire. agriculteurs, c'est-à-dire que quand vous produisez du blé, il vous faut aussi une industrie pour traiter votre blé. Il vous faut des minoteries, il vous faut, vous voyez, il vous faut des amidonneries pour ensuite fabriquer du sirop de glucose dont on parlait. Il vous faut, enfin, il y a toute une filière industrielle derrière. Si vous produisez des pommes de terre ou des betteraves à sucre en Picardie, il faut qu'il y ait de l'industrie sur place pour les traiter. Là, on risque aussi de perdre, du coup, avec la filière. Bien sûr. Si demain vous avez une usine qui faisait des chips, vous prenez Vico par exemple, qui était dans l'Aisne, je crois. Si l'usine n'est plus compétitive, elle va fermer. Donc les producteurs devront envoyer leurs pommes de terre en Belgique, mais ça va coûter plus cher en transport. Donc au final, les Belges ils vont se dire bon les Français ils sont bien gentils, mais finalement les pommes de terre on va les produire localement en Belgique. Et résultat, il y aura plus d'usines et il y aura plus de producteurs. Donc tout ça c'est une chaîne. On peut pas dire que l'industrie alimentaire et les paysans c'est une chaîne. C'est le même univers. Oui, ça fonctionne ensemble. Voilà, Effectivement. exactement. Si vous avez plus de biscuiterie en France, il n'y a plus besoin de farine. Si vous avez plus de fabricants de pâtes alimentaires, type Panzani par exemple, il n'y a plus besoin de semoule de blé dur produite en France. Là, c'est le cas en fait. Là, en farine, en fait, on est devenu largement importateur parce que en gros, on n'a plus les étapes de transformation. Donc, ça coûte moins cher d'envoyer le blé pour faire de la farine en Allemagne et le réimporter. Moi, je me souviens que là où je travaillais avant, imaginez-vous qu'on avait des oignons et des échalotes qui étaient cultivés en Bretagne, donc des produits frais, que j'envoyais en camion en Pologne pour être épluchés. Oui. Vous le racontez dans vos livres, effectivement. Et que je faisais revenir en France ensuite pour être surgelé. Donc, imaginez-vous de la folie de ce processus. Le coût du travail en France est tellement cher, parce que c'est tellement taxé, que en fait, il n'y a plus d'intérêt du tout pour un industriel de fabriquer en France. Plus du tout. Ouais, c'est vraiment un problème, effectivement. On voit que donc il peut y avoir. Vous avez eu pas mal de pression de la part
Oui, des patrons, pressions, oui. d'ex-collègues, etc. Mais dans l'agroalimentaire, selon vous, c'est surtout les actionnaires en fait qui portent la responsabilité de ces pratiques. Est-ce que c'est eux qui Ben, au exigent niveau, tout à fait, au niveau individuel, c'est-à-dire que si on parle, moi on m'a souvent critiqué en disant voilà, tu travailles dans le domaine, tu aurais pu changer les choses, mais c'est impossible de changer les choses de l'intérieur en tant que salarié. Mhm. En tant que salarié, ce qu'on vous demande, c'est de faire ce qu'on vous ordonne. On vous dit il faut fabriquer tel produit, vous allez le faire. Il faut trouver des ingrédients moins chers, bah, on cherche des ingrédients moins chers. On n'a pas moyen de dire oui, mais si on faisait de la meilleure qualité. Moi, j'ai un ami qui était avec moi quand j'étais étudiant, que j'ai retrouvé il y a pas longtemps et qui m'a dit bah voilà, moi j'ai été viré de mon travail parce que j'ai voulu faire comme toi, j'ai voulu râler en disant que on voulait me forcer à faire du fromage végétal. Qui dit voilà, Mhm. du fromage végétal, c'est pas du fromage. Et j'ai commencé à dire voilà, que c'était pas du fromage, que c'était pas normal de faire des produits aussi merdiques. Et on l'a viré. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout, ce ne sont pas les employés, ce ne sont pas les salariés qui peuvent faire changer les choses de l'intérieur. Ouais. Ceux qui ont le pouvoir, ce sont ceux qui possèdent les entreprises, ce sont les actionnaires. Et donc, si les actionnaires veulent juste faire de l'argent et ne se préoccupent pas de la santé des consommateurs, malheureusement, rien ne change. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un problème de. Mais on voit aussi qu'il y a énormément de. Mais juste, c'est aussi les consommateurs qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Oui, On revient en toujours à plus, la fameuse phrase de Coluche, hein, il suffirait que les gens les achètent pas pour que ça se vende pas. c'est vrai. Donc, le C'est vrai, c'est consommateur vrai. aussi, s'il achète des produits, des produits malsains, bah, il encourage l'industrie à lui proposer toujours la même chose. Ouais, ouais, il faut. Donc il faut se détourner de ces produits et chercher les alternatives saines. Voilà, Exactement. consommer moins de soda, consommer moins de produits sucrés, consommer moins de produits gras, moins de produits salés, et l'industrie s'adaptera. Là Et où il y a un marché, elle va. dans la chaîne aussi, vous dites aussi que les industriels sont également pressurisés par la grande distribution, qui Ouais, a un oligopole, qui avec qui c'est pas c'est vrai. possible vraiment de négocier. Voilà, C'est vrai. donc il les force aussi à s'aligner à la baisse et à faire des Tout produits à moins fait. chers. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des milliers. Alors, il faut faire la différence entre les grands noms de l'industrie agroalimentaire, hein. Si on parle de Coca-Cola, c'est sûr que Coca-Cola ou je sais pas moi, ou Nestlé, par exemple, avec des marques comme Nescafé, Nespresso ou Nutella enfin Ferrero avec sa marque Nutella, ces gens-là ont un vrai pouvoir puisqu'ils ont une marque qui est connue, reconnue, et les gens veulent du Coca-Cola, veulent du Nutella ou veulent du Nespresso. Donc ces gens-là, c'est pas de ces entreprises-là dont je parle, mais je parle de tout le tissu de PME, des milliers de PME qu'on a en France notamment, qui font face à 5 acheteurs de la grande distribution. Quand vous êtes un industriel, même un petit industriel, vous n'avez pas le choix, il vous faut vendre vos produits en grande distribution parce que 99% ou 95% de ce qui se vend dans l'alimentation passe par la grande distribution. C'est Si ça. vous avez une usine, il faut vendre la grande distribution. Et aujourd'hui, bah oui, il y a 5 acteurs. Hein, vous avez 5 centrales Pour d'achat la en pluie France et le beau temps, en fait. exactement, il y a un quasi monopole, du moins un oligopole, qui fait que ces gens-là font la pluie et le beau temps. Elles vous imposent des conditions, notamment elles vous imposent de fabriquer à leur marque. Hein, moi, j'ai connu des entreprises où en fait la marque de l'entreprise ne pouvait pas être vendue. Ça intéresse pas le supermarché d'avoir votre marque. Ils veulent Mhm. la marque de Danone, ils veulent Nestlé, et puis à côté de ça, ils veulent leur marque à eux. Ouais, Et ils vont ouais, s'arranger pour augmenter les prix de Danone et Nestlé et puis de baisser les prix de leur marque pour apparaître comme les défenseurs du consommateur, tout en assassinant les PME. Moi, j'ai ouais, connu des PME qui ont été poussées à la faillite par la grande distribution. ouais, ouais, parce que du coup, l'industriel se retrouve Ouais. sans aucun pouvoir Non, de parce qu'il a pas négociation. Il moyen peut de. produire Quand vous avez en France la possibilité d'avoir 5 clients, d'accord. Euh, En général, vous les avez pas tous. Mettons, vous avez les 4 clients qui font 100% de votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que si vous en perdez un, vous perdez au moins 25% de votre chiffre d'affaires. Mhm. Ouais, Si vous avez des investissements, si vous avez des salariés, si vous avez des crédits en cours, euh, moi j'ai connu une boîte voilà qui faisait des desserts en poudre, hein, des desserts déshydratés. Voilà, et elle a perdu un client et puis elle a pas eu moyen de s'en relever. ouais, ouais, non, effectivement. Donc il y a une dépendance et un abus de position dominante de la part de la grande distribution en France sur les PME. C'est clair. Mhm.
Ouais, et on voit, enfin, quand on a après quand on écoute les agriculteurs, eux, ils dénoncent le fait de justement d'avoir aucun contrôle vis-à-vis de pas faire leurs factures, en fait, de pas choisir les Oui. prix auxquels Mais ils c'est peuvent la même vendre. chose. Vous avez des très grosses entreprises, mais y compris des coopératives. Hein. Vous avez des gens comme les coopératives laitières françaises, par exemple, ou les grandes Oui. entreprises françaises. Vous avez, je sais pas, des Bell, par exemple, je sais pas, des Sodial. Vous avez des groupes comme Avril. Enfin, vous avez des gros groupes qui peuvent peser face à la distribution. Mais quand vous avez des milliers de PME ou des milliers ou des centaines de milliers de petits producteurs, individuellement, ils ne pèsent rien. Mhm. Ouais, c'est Donc, ça. si on trouve pas le moyen de se structurer, de s'organiser, voilà. Et en plus, aujourd'hui, avec les accords de libre-échange, moi, quand j'ai travaillé pour des PME, on me disait constamment, ah bah oui, mais si on fait pas un meilleur prix pour Carrefour, pour Leclerc, pour Intermarché, eh ben, ils vont aller se fournir en Belgique ou en Hollande ou voire plus Mhm. loin. Ouais, Donc, il y a c'est une ça. concurrence internationale qui est aussi très nocive. Et avec le CETA, c'est pas prêt de s'arranger. Et le Mercosur, là, effectivement, ça va être notamment pour l'élevage et tout. Bah oui, il faut savoir, au Brésil, vous avez autant de vaches que de pays, que de population. Vous avez 200 millions de vaches au Brésil. Donc, Ouais, ça comment va vous être. pouvez être compétitif et vous avez des millions de porcs, de la volaille pareil. Donc, Mhm. Ouais, ouais, c'est un vrai problème après de dépendance au niveau du pays, en fait, parce qu'une oui, fois qu'on va avoir perdu des compétences, des filières comme ça, après, en fait, quand on est déjà très dépendant pour l'énergie, et cetera, oui, et puis mais pour c'est le un problème pétrole, pour le pays lui-même. pour la C'est-à-dire que nourriture, c'est encore pire, hein. quand tous ces gens-là vont mourir, quand vous avez des entreprises qui vont fermer, bah, vous allez augmenter le chômage de manière exponentielle. Aujourd'hui, on a un chômage qui est effrayant en France. Mmh mh. Oui, Donc, ça oui, veut ah oui, dire ça que va être très c'est difficile un pour coût pour la développer, société. Donc ouais, bien sûr. aujourd'hui, on a largement plus des 6 millions officiels de chômeurs en France. Si on regarde des gens qui sont sans activité et qui pourraient travailler, on a un chiffre énorme. On est plus près des 20% en réalité de Ouais, gens ouais, qui sont sans tout à activité fait. et qui sont à la charge de ceux qui travaillent. Donc c'est un vrai problème pour la cohésion du pays, pour l'endettement du pays. Et voilà, et c'est le sujet. En fait, on voit aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau politique que c'est Mmh vraiment mh. un sujet important. On voit et vous pointez beaucoup, bah, les lobbies en fait, Ouais. qui influencent, la législation, Mais et le qui problème en lancent France, c'est aussi qu'on n'a des pas une classe procédures bâillons politique. Voilà, parfois on n'a pour pas une classe politique qui est à la hauteur des enjeux aujourd'hui. mmh mh. On a Ouais, vraiment effectivement. une perte d'honnêteté, d'intégrité et même de compétences et de capacités. On a vraiment une classe politique aujourd'hui qui n'est pas compétente et qui n'est pas honnête. Ouais. C'est c'est pas évident parce que quand on voit, les justement, c'est très difficile pour des nouvelles forces politiques d'arriver à émerger. Maintenant, Oui, c'est aussi un espèce d'oligopole, hein. c'est pour ça que ça se crispe au niveau des extrêmes. C'est-à-dire que les gens ne voyant rien de compétent dans l'offre, on va dire raisonnable qu'il leur est proposée, ben, ils ont tendance à vouloir renverser la table et s'orienter soit vers de l'extrême gauche ou l'extrême droite. Donc quelque part, c'est quelque chose d'assez ouais, on est sur une vraie poudrière en fait. Ouais, puis même le droit peut être instrumentalisé parce que vous donnez l'exemple de lanceurs d'alerte, qui ont été condamnés à payer des amendes, Ouais. extraordinaires, pour dénigrement, alors même que ce qu'ils dénonçaient était tout à fait vrai, en fait, c'était, Oui, absolument. et dans C'est-à-dire que l'intérêt le général, hein. dénigrement, moi j'ai été confronté directement. J'ai eu des menaces, j'ai eu des courriers d'avocats de Bruxelles voilà, qui me menaçaient de procédure en dénigrement. Parce qu'il faut savoir que le dénigrement, c'est même si vous dites la vérité, d'accord, mais mettons qu'on dit, alors c'est un exemple, mais si je vous dis bah, telle pâte à tartiner est nocive, ne consommez pas telle marque, c'est considéré comme du dénigrement et je peux être condamné. Et ma condamnation, elle sera proportionnelle aux pertes qu'aura subi l'entreprise à cause de mes déclarations. Donc si je dis par exemple, Mmh. ne consommez pas, alors c'est juste un exemple, mais ne consommez pas du Nutella par exemple, ou ne consommez pas du Nespresso, voilà, et que les ventes de ces produits-là s'effondrent de plusieurs millions d'euros, on ira me voir, on dira, bah voilà, à cause de vous, on a perdu 10 millions d'euros, vous me devez 10 millions d'euros. C'est Donc, quand même, incroyable. imaginez l'épée de Damoclès sur les lanceurs d'alerte, et en fait, tout ça contribue à l'omerta et au fait que bah, on ne peut plus parler en réalité, on ne peut plus dénoncer parce qu'il y a cette épée de Damoclès du dénigrement qui fait qu'en fait, on ne peut plus rien dire. Parce que même si Ouais. c'est vrai, vous pouvez être condamné. Oui, Même c'est si ça, c'est vrai. c'est quand même, Voilà, c'est pas de il la y a quand diffamation. même Et en plus, on peut vous poursuivre, je crois, il y a jusqu'à 5 ans.
Si aujourd'hui je vous dis ne consommez pas tel produit, et je risque d'avoir des procédures dans les 5 années qui Pendant suivent. 5 ans, ah ouais, non, mais c'est... Mais il y a eu des procédures en dénigrement contre Yuka, par exemple. Vous voyez, Oui, l'application oui, Yuka. pour les nitrites. Voilà, exactement, pour les nitrites. Enfin, tout le monde sait que les nitrites sont toxiques pour l'organisme, mais voilà. Mais un producteur et un syndicat de défense de la malbouffe cochonesque a rien trouvé de mieux que porter plainte contre Yuka. Heureusement, en appel, ils ont été déboutés, mais vous voyez qu'il y a Yuka, c'est une organisation, donc ils ont des moyens, mais un individuel comme moi. Oui, ou la dame qui avait dénoncé les pesticides dans le vin, en fait, il y avait eu cette Oui, histoire. c'était l'association alerte aux Ouais. pesticides dans la région de Voilà, Bordeaux. c'est ça, oui. Oui, elle a été condamnée, mais très très lourdement, effectivement. Oui. Oui, pour une Mais toute petite il y a association. une, Enfin, il y a une volonté de faire taire les lanceurs d'alerte, ça c'est très clair. Et quand on vous dit les lanceurs d'alerte, on les protège, on les défend, c'est faux, c'est absolument faux. Moi, je l'ai vécu moi-même. Quand j'ai demandé l'aide du défenseur des droits, enfin, ils avaient mis en place quelque chose pour les lanceurs d'alerte. Quand j'ai dit, bah, écoutez, est-ce que vous pourriez m'aider, etc. Première chose qu'on m'a dit, c'est, d'abord, prouvez-nous que vous êtes un vrai lanceur d'alerte. Voilà. c'est quand même. Ouais, non, c'est. Puis Prouvez-nous, expliquer aussi qu'il y a que, beaucoup voilà, que vous êtes un vrai lanceur d'alerte. de démantèlement par l'État des instances de contrôle, comme Oui, la absolument. DGCCRF, les douanes. Exactement. Mais il y a une volonté en France de tout confier au privé. Il y a une question, j'imagine, idéologique et puis une question pécuniaire aussi. C'est-à-dire que Oui, ça quand coûte on cher, en fait. privatise, oui, mais bon, quelque part, vous pouvez donner des conseils. Voilà, on a privatisé des pans entiers de l'audiovisuel, par exemple avec TF1. On a privatisé les autoroutes, on a privatisé l'énergie. Et puis ça permet à des copains voilà, de faire fortune. Et puis de renvoyer l'ascenseur à l'occasion. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Je pense que c'est Avec vraiment plaisir. très, très intéressant. C'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Donc, encore une fois, moi, je recommande vraiment aux auditeurs de lire vos livres. Et vraiment, merci de les avoir écrits et de vous être exposés pour informer le public, parce que c'est vraiment essentiel dans le monde d'aujourd'hui. J'espère que cet entretien sera écouté par beaucoup plus de gens possible, et qui commenceront à faire attention du coup à leur consommation. Et voilà. C'est vrai En que tout cas, merci beaucoup. consommer, c'est pas uniquement pour sa santé, c'est vraiment un acte militant. Hein, Oui. c'est bien consommer, c'est important pour la planète, c'est important pour la sécurité, pour le pays, pour les producteurs du pays. Quelquefois, il faut accepter de payer un peu plus cher. On voit le succès avec des marques comme C'est qui le patron, que les gens sont quand même solidaires. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il vaut mieux un paysan payer un peu plus cher sa nourriture et qu'un paysan vive de son travail, plutôt que payer plus d'impôts pour que ce même paysan soit au chômage et qu'on doive lui payer un chômage après. Oui, Donc, non, effectivement. vous voyez, quelque part, il faut faire tourner l'économie de son pays. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis après, il y a aussi des solutions de circuits courts, de choses comme ça, qui ont eu un peu un engouement justement lors du Covid. Moi, je m'occupe de l'administration du NAMAP de façon bénévole. On voit qu'il y a eu un décollage un peu pendant le Covid, et puis beaucoup de gens qui ont arrêté après, en fait. Le supermarché, c'est tellement un peu pratique. contraignant, voilà, faut aller chercher son panier à jour fixe, heure fixe, voilà. Mais Oui, c'est on n'a vrai pas que toujours le choix précisément de ce qu'il y a dedans. Donc, voilà, on sait pas forcément ce qu'il y a dedans, tout ça. Mais c'est vrai que ça apprend aussi à cuisiner et à voir des choses de saison et à faire vivre. Il faut continuer à militer dans ce sens-là, et puis voilà. Voilà. Et merci beaucoup Christophe Brusset. Encore un grand merci à vous. Merci Diane. Merci Merci, beaucoup. au Au revoir. revoir.